Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 4e étape du Saudi Tour, qui était une étape pas facile, l'étape la plus difficile avec le point de vue, enfin l'observatoire, voilà, plutôt qu'un point de vue de Arat Ouverid. C'était la même étape que l'année dernière, la même arrivée que l'année dernière. Eh bien, ça a été aussi compliqué que l'année dernière et Buitrago n'a encore pas fini premier. Il a encore fini sur le podium, il n'a pas réussi à remporter cette épreuve comme l'année dernière, sauf que l'adversité était quand même un peu plus importante que l'année dernière. Il n'y avait que Van Gils qui lui avait fait des misères dans cette montée qui est atypique. Cette montée, elle ressemble à toutes ces montées qu'on retrouve dans les Émirats, dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire des routes souvent assez rectilignes avec des gros pourcentages, parce que contrairement en Europe où on fait des épingles pour essayer d'adoucir un petit peu la pente, en Arabie Saoudite c'est le point A, le point B et c'est le passage le plus court, donc forcément avec la pente la plus importante, donc c'est pour ça qu'on a souvent des pentes très difficiles, et puis on est en début de saison donc c'est jamais simple, la montée d'Arat n'était pas facile aujourd'hui, avec notamment des passages à 22-23%, et je peux vous dire que beaucoup de coureurs les ont bien ressentis, ces passages là. Ça a été très compliqué avec des coureurs vraiment couchés sur leur machine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape numéro 4. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche. Quand vous rajoutez la petite cloche, vous pouvez mettre toutes les notifications. Ça, c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Comme ça, vous êtes vraiment au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis on a un nouvel épisode de PS 2.0 qui sort demain à 18h. J'en fais encore la promo. Et puis TikTok en ce moment c'est très calme, mais toujours pas de connexion internet. Normalement elle doit revenir demain, mais j'ai quand même des doutes là-dessus. Pour l'instant je ne vois personne d'Orange, voilà, dans les rues de mon village. Manifester pour récupérer l'internet. Il y aura peut-être des manifestations bientôt, pas que pour les retraites, également pour récupérer internet. Bon, on commence tout de suite avec cette 4e étape du Saudi Tour, une étape qui était assez... Alors, il y avait moins de vent que la veille, déjà, parce que ça fait depuis 2 jours qu'on avait quand même pas mal de rafales de vent, en plus plutôt du vent de face, ça avait pas mal ralenti quand même les coureurs, 36 à l'heure hier, 37 à l'heure c'était mardi, ce qui montre bien que pour des coureurs professionnels, ce sont des valeurs de train de sénateur. Donc, voilà, quand je précise la vitesse, c'est pas pour me moquer, parce que déjà, on va rouler à 36 km/h. Si, en bagnole, j'y arrive, mais à vélo, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien entendu, vent de face, ça montre bien qu'il y avait du vent de face, parce que normalement, des coureurs cyclistes sont capables d'aller à 42, 43 à l'heure quand il n'y a pas de vent. Mais surtout, dans l'étape du jour, donc étape qui a été beaucoup plus rapide, tout le monde était concentré sur cette montée et ça s'est senti très vite déjà avec les équipes qui étaient en place. On avait la Movistar, on avait UAE. La Movistar, on les avait peu vus les jours précédents. UAE, pareil. La Bahreïn qui a contrôlé une grande partie de la journée pour Jonathan Milan. Il y avait la Cofidis aussi qui était très présente à l'avant de la course et beaucoup moins Bike Exchange. Team Jayco, j'arrive toujours pas à me faire un nouveau nom de l'équipe. Donc c'était assez différent en termes de rythme, même par rapport à hier. Et puis on a eu une montée finale qui a été le point d'orgue de ce Tour d'Arabie Saoudite, même si au final, quand on y regarde de plus près, les écarts ne sont pas encore énormes. Demain, il y a une zone de gravel. Il va falloir faire attention pour les grimpeurs et surtout les crevaisons qui pourraient avoir des conséquences sur le classement général de l'épreuve, parce que les écarts sont encore assez limités entre les différents protagonistes pour le classement général. Donc il se peut qu'on ait encore l'animation demain. S'il y a une équipe qui décide d'accélérer fortement je crois que Guerrero en plus c'est pas bon. C'est pas le meilleur sur le gravel. Donc il faudra se méfier si par exemple UAE décide pas d'accélérer dans cette portion-là, surtout que c'est quand même une portion assez longue sur le parcours, mais qui est quand même loin de l'arrivée, c'est pas dans les 20 derniers kilomètres. Donc ça peut permettre ensuite, on peut encore avoir la possibilité de revenir derrière, puis il faudra faire attention, surtout s'il y a du vent latéral. Encore une fois,
Je crois qu'on a fait un bon résumé de la journée. On commence tout de suite par les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, Guerrero, il n'a absolument pas tremblé. Guerrero, et aujourd'hui, c'était le plus fort. C'était le plus fort parce que quand Buitrago accélère, c'est lui qui revient. Et il revient vraiment. Buitrago avait encore fait une belle attaque, donc il revient vraiment avec une belle aisance, je trouve, sur Buitrago. Et puis après, sur le reste de l'étape, enfin dans le final, voilà, il est seul au monde. Hein, il force pas forcément son talon, Guerrero. Et puis dans la montée, on sentait que, contrairement au coureur du AE, il était à l'aise. Il prend en plus ses bonifications. Il prend le maximum de bonifications, je dirais, qui était possible dans le final. Donc c'est vraiment une très très belle journée pour Ruben Guerrero, qui prend la tête du général. La seule déception, c'est qu'au niveau du général, il a que 8 secondes d'avance sur Formolo, 9 sur Buitrago, et qu'il y a d'autres coureurs qui sont encore dangereux au général pour Ruben Guerrero. Mais il fait quand même une belle étape aujourd'hui, Ruben, vraiment avec... c'est encore un coureur qui arrive... c'est encore un coureur qui est encore jeune en tant que leader. C'est pas un mec c'est un mec qui est devenu leader sur le tard un petit peu. C'est pas un mec à qui on disait à 22 ans tu seras leader d'une formation. Et c'est là où on voit que Movistar a quand même fait un très bon recrutement, parce que c'est vrai que pour remplacer Valverde sur le marché cette année, c'était peut-être le coureur idéal pour remplacer Valverde, parce que c'est reste quand même un bon grimpeur, et puis il a des qualités de puncher indéniables. Là aujourd'hui il fallait être puncher, c'est le mur de 8 mais qui dure 5 minutes de plus. La montée d'Arrat, il a été très très fort à ce moment-là, il a très très bien géré, très bien placé également par ses équipiers. Will Barta a fait un sacré numéro aujourd'hui, notamment l'américain de la Movistar, et Guerrero qui s'en sort parfaitement bien, mais encore une fois il n'a pas été menacé aujourd'hui, il faut le dire. Ruben Guerrero, donc vraiment une belle journée pour le coureur portugais. Je poursuis avec un petit français, c'est Axel Mario. Belle performance aujourd'hui d'Axel Mario, coureur de 24 ans, qui l'année dernière était dans l'équipe Team U Nantes Atlantique, qui a rejoint Cofidis cette année. Une belle 7e place pour le grimpeur français, qui a été très performant sur cette épreuve qu'il ne connaissait pas, sur cette montée qu'il ne connaissait pas. Mais c'est un grimpeur qui a quand même des qualités de puncher aussi, 4e notamment de l'étape de Malmort sur le dernier tour du Limousin, 5e de la première étape du Tour de l'Ain également cette année, 6e de la planche des belles filles sur le Tour d'Alsace, 6e à Roquefort-sur-Soulzon sur la route d'Occitanie. Et quand même quelques très bons résultats pour ce coureur français qui a des bonnes qualités en montagne, et là il a fait vraiment du très très bon boulot, surtout que c'était pas forcément le leader de l'équipe, je pense qu'il y avait plutôt Ruben Fernandez comme leader de l'équipe. Il s'en est très très bien sorti aujourd'hui face à Ruben Fernandez, donc belle perf de la part d'Axel Mario, puis à 24 ans, premier grand résultat je dirais en carrière sur une grosse épreuve. C'est plutôt pas mal, et c'est plutôt intéressant pour la suite de sa saison. Il devrait aller sur les classiques de l'Ardèche, classiques de la Drôme. Donc c'est un coureur qu'on devrait revoir encore. Alors il sera peut-être là plus dans un rôle d'équipier pour certains de ses leaders, mais c'est quand même très intéressant de voir qu'il y a quand même des coureurs français qui performent. Et puis avec Louis Barret, Axel Mario, on s'aperçoit que Team Unret Atlantique, ça marche bien, cette équipe. On avait vu que déjà l'année dernière, il y avait eu pas mal de très bons résultats, notamment également avec Emmanuel Morin. C'est une formation qui fait du bon boulot, et avec des moyens supplémentaires, avec notamment l'arrivée comme sponsor de CIC, ça devrait encore mieux travailler pour cette équipe qui a comme objectif, il faut le dire, de former des coureurs pour d'autres formations. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont les perdre, ils le savent, mais que c'est juste une équipe de Continental, mais l'idée est de former des coureurs pour le World Tour ou pour la deuxième division. Ils ont notamment cette année un coureur danois qui est déjà prévu qu'il aille dans d'autres équipes. Au lieu d'aller dans une réserve, quand certaines équipes n'ont pas de réserve, ou que les réserves sont déjà bien pleines, ou que les réserves sont pas suffisamment fortes,
on va dire, eh bien on passe par cette équipe-là et ça fait plutôt du bon travail et ça permet d'avoir un bon calendrier aussi, hein, Team Unante Atlantique, hein, parce qu'on est présent sur toutes les épreuves françaises du calendrier, hors les World Tour, et c'est plutôt une équipe qui en plus fait du bon boulot aujourd'hui. Je poursuis avec un coureur qui reste dangereux pour le général, c'est Jonathan Milan. Et oui, alors je vous en avais parlé, je vous avais dit, je ne l'ai pas mis parmi les sprinters, je l'ai mis parmi mes favoris pour le général. Quand vous dites qu'il n'a pas pu faire le premier sprint à cause d'un problème mécanique, et ben vous dites c'est dommage parce que s'il avait pu faire le premier sprint et qu'il avait fini, je ne sais pas, vainqueur, eh bien il serait à 14 secondes, c'est-à-dire qu'il serait encore plus dangereux. Mais il est déjà à 24 secondes, il n'est qu'à 24 secondes en fait de Guerrero. Demain, Guerrero, il n'a pas trop de marge de manœuvre parce qu'un Jonathan Milan, demain, il est capable de gagner l'étape. Donc ça veut dire déjà plus de 14 secondes d'écart. C'est-à-dire que Guerrero, il ne faut pas qu'il soit pris dans une cassure, faut pas qu'il ait une chute dans la partie gravel parce que ça peut être dangereux. Et ça veut dire également que Formolo, Buitrago, Großschartner ne sont absolument pas sûrs de leur position générale. Un Jonathan Milan est capable de passer devant ces coureurs-là. Surtout que demain, il y a également des sprints intermédiaires, des sprints qui peuvent donner des secondes de bonification. Est-ce que du côté de la Bahreïn, on aura l'idée de faire ces sprints-là pour Jonathan Milan? Peut-être. Et là encore, ça pourrait énormément changer la donne du côté du classement général. Donc, pour le moment, rien n'est fait. Et lui, il a 24 secondes. Mais si on avait des grandes manœuvres demain, Chesbol est à 32 du côté des sprinters. Donc voilà, un Guerrero n'est pas encore loin de là sur la victoire, déjà parce qu'il n'a que 8 secondes d'avance sur Formolo, 18 sur Großschartner, mais qu'en plus, Jonathan Milan n'est pas loin. Et puis, je mets pas le maillot, hein, mais UAE a également fait une belle étape aujourd'hui. Voilà, un beau collectif de la part de UAE. C'est important d'un point de vue géopolitique que Bahreïn et UAE performent en Arabie Saoudite parce que ce qu'il faut comprendre, il y a Vélo Futer a sorti son magazine là-dessus, mais on peut expliquer un petit peu la situation au Moyen-Orient, c'est qu'on pourrait presque qualifier ça de guerre froide. C'est-à-dire que tous les pays du Moyen-Orient ne peuvent pas vraiment se piffrer. Tous les pays arabes, on va dire, du Moyen-Orient, musulmans, plutôt à majorité musulmane du Moyen-Orient, ne peuvent pas vraiment se piffrer. C'est-à-dire que le Qatar, l'Arabie Saoudite, ne s'apprécient pas, mais les Émirats Arabes Unis n'aiment pas beaucoup plus l'Arabie Saoudite, que Bahreïn n'aime pas beaucoup plus les Émirats, mais également l'Arabie Saoudite, parce qu'on considère que l'Arabie Saoudite prend beaucoup trop de place dans cette région-là du globe, et surtout, eh bien, il y a presque des guerres internes, des guerres qui datent d'il y a des années. Alors, il n'y a pas de guerre physique, c'est-à-dire sur le territoire du Moyen-Orient aujourd'hui, à part au Yémen, mais qui la bordure quand même, hein, on n'est pas vraiment au Moyen-Orient. Vous savez que je rappelle que la guerre au Yémen, l'Arabie Saoudite y participe, mais on est dans une situation où on est presque en guerre froide. C'est-à-dire que et en guerre froide, le sport a un impact important, notamment dans les années 80. Hein, les Jeux Olympiques de Los Angeles, les Jeux Olympiques de Moscou avaient eu un rôle pendant cette guerre froide. On s'était servi du sport pour le politique. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on se sert du cyclisme pour montrer son influence dans le monde, que ça soit Bahreïn, que ça soit UAE, que ça soit même l'Arabie Saoudite, avec ce Tour d'Arabie Saoudite. Et comme l'Arabie Saoudite s'est servi du foot ces derniers temps, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, avec l'objectif d'organiser la Coupe du Monde 2032. 2032 Non, je ne sais plus c'est quelle date, la prochaine Coupe du Monde. Si, c'est 2032, parce que ça sera les 100 ans de la Coupe du Monde. Enfin voilà, il y a des objectifs assez forts, 2030 plutôt, pour la prochaine Coupe du Monde. Enfin voilà, il y a des objectifs dans ces pays-là, avec le sport, de montrer sa force à ses adversaires, mais avec le sport. C'est un petit peu une période de guerre froide. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Rapidement, les bonnets d'âne. Alors déjà, pour vous indiquer que Dalla Valle a été disqualifié, je ne sais pas pour quelle raison il a été disqualifié, mais il est marqué comme disqualifié le coureur qu'on n'a quand même pas vraiment vu, Dalla Valle. Mais on en a deux principaux aujourd'hui. C'est Jack Bauer, le coureur de Q36.5. Je m'attendais à un peu mieux aujourd'hui de la part de Jack Bauer, parce que c'est quand même un coureur, surtout qu'il n'y avait pas une grosse opposition au niveau des coureurs de montagne.
hein. Encore une fois, je pense qu'un Jack Bauer aurait pu finir dans le top 15 aujourd'hui. Bon, il est un petit peu loin du top 15 de cette étape. C'est dommage parce que là aujourd'hui chez Q36.5, il a quand même un rôle important dans cette formation. Et le fait que voilà, il n'ait pas réussi à se placer, c'est pas top hein, pour Jack Bauer, seulement 41e hein, du général à 6,29. C'est un peu dommageable, surtout que Mark Donovan, quant à lui, fait plutôt une belle perf sur cette étape. Il prend la 19e place et il est 13e du général. Même si on peut quand même dire que chez Q36.5, depuis le début de saison, c'est quand même une équipe qui est assez discrète au niveau des résultats pour le moment. Après, c'est la première année de cette formation aux avant-postes en deuxième division. Mais c'est vrai que pour le moment, je trouve que cette équipe est un petit peu discrète. Mais en même temps, c'est vrai qu'on avait dit l'effectif est solide, mais ça manque d'une star dans l'effectif de Q36.5. C'est-à-dire, ils ont des bons coureurs, mais ils n'ont pas forcément la superstar qui peut te permettre d'avoir des résultats en World Tour. Et c'est peut-être le problème de cet effectif. Mais Mark Donovan est 13e au général, mais du côté de Jack Bauer, un petit peu déçu. Je m'attendais à mieux de la part de Jack Bauer. C'est un coureur qui, certes, on a beaucoup vu dans les échappées, mais c'est un coureur qui était aussi capable quand même de passer des bosses. Et encore une fois, on est sur une adversité. Certes, il y avait Guerrero, Formolo, Buitrago, mais derrière, il y avait de la place derrière ces coureurs-là, et il n'a pas réussi à prendre la place. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Et puis, je termine avec Ruben Fernandez. Autant Axel Mario a fait une belle étape, autant Ruben Fernandez, il a craqué dans le final. Alors pourtant, j'avais l'impression qu'il était bien dans le début de la montée. On voyait les deux Cofidis qui étaient plutôt bien placés. Ensuite, il y a une cassure. Autant Axel Mario, sur le haut de la montée, il est dans le groupe à 40 secondes. Autant j'ai l'impression que déjà Ruben Fernandez, à ce moment-là, n'était plus présent dans le deuxième groupe. Et il finit derrière le groupe Jonathan Milan. Donc il se retrouve 16e au général. C'est le premier Cofidis, c'est le deuxième Cofidis au général, puisque Consoni est 9e, il a fini dans le groupe Jonathan Milan. C'est dommage pour Ruben Fernandez parce qu'il a pas. Il a rarement sa chance quand même au niveau du général des courses. Il a rarement sa chance en tant que leader. Là, on avait le sentiment en voyant la liste de départ que c'était le leader de cette formation parce que tu n'avais pas Izaguirre, parce que tu n'avais pas les frères Herrada, parce que tu n'avais pas Guillaume Martin, tu n'avais pas Victor Lafay. Et il n'a pas réussi à saisir cette chance. Donc c'est toujours un petit peu dommageable quand tu te retrouves équipier et que tu as ta chance en tant que leader de ne pas réussir à t'en sortir parce que forcément dans la hiérarchie de la Cofidis il va pas passer un cap, il va rester simple équipier, on va dire. Ruben Fernandez, il va pas réussir à passer au-dessus. Donc c'est un petit peu dommageable pour le coureur espagnol, voilà, qui a craqué sur la fin de journée alors qu'il était plutôt bien dans le début de la montée de Arrat. Demain, on va regarder l'étape de demain sur ce Tour d'Arabie Saoudite. Ça sera donc la dernière étape du Tour d'Arabie Saoudite, de ce Saoudia Tour, parce que je rappelle, c'est pas vraiment le Tour d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que, c'est pas vraiment le Tour d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'en termes de parcours, on ne fait pas toute l'Arabie Saoudite. Demain, étape assez courte, 142 km 900. Et donc, avec un passage en gravel entre Aigrela, la porte sud et la porte nord, pendant une dizaine de kilomètres de gravel d'affilée. Et ça, c'était une trentaine de kilomètres de l'arrivée. C'est-à-dire que certes, on a encore du kilomètre pour se refaire, mais en même temps, ça ne sera pas si facile que ça avant l'arrivée du côté de Maraya sur cette étape numéro 5. Et on saura à la fin de cette étape quel sera le classement général de ce Saudi Tour 2023 qui succédera à Van Gils au général. Et bien, on le saura demain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est la Mike Production. Ciao, ciao!